Alors bonjour Jacques Elbron, Émile René, j'ai appris que tu étais allé en 1967 en Israël et à Jérusalem particulièrement, où tu as fait une partie de tes études. Et en même temps, dans les voyages que tes grands-parents ont fait, ils sont allés en Argentine. Alors, euh, c'est nécessaire de mettre au point euh, cette vision, cette quête de vision à travers le phénomène des séjours passés à l'étranger. Oui, tout à fait. Oui, c'est effectivement, c'est un peu dans l'ADN de ma famille. On n'est pas tellement des juifs qui sont venus en France, mais on est plutôt des juifs qui sont partis de France et qui ont allé faire des séjours à l'étranger. Mhm. C'est un peu ce qui nous différencie de la majorité des juifs en France, c'est que nous, on est plutôt des gens qui sont partis ailleurs, plutôt que des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'effectivement, quand on part ailleurs et quand on revient, on revient en France. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai un exemple encore plus ancien, puisque mon grand-père paternel, Adolphe Albron, Mhm. de l'autre côté, lui, il était devenu allemand du fait de l'occupation allemande Ah ouais, en Alsace. ouais, Et donc, quand il a voulu venir s'installer en France, alors que lui, il était d'origine française, si tu veux, ouais, mais comme c'était conquis par l'Allemagne, il était devenu citoyen allemand, ouais. il a donc demandé sa naturalisation Ah ouais, française. française. Ah ouais, Donc, comme les grands-parents. il y a des choses Mhm. assez étonnantes comme ça. Et les Alsaciens, les Juifs alsaciens ont été obligés de redemander de se naturaliser en français quand ils venaient des pays de l'Allemagne. Comme mes grands-parents slaves, polonais, depuis la Pologne, Oui. Oui, mais là, sont, la se sont différence, fait c'est que naturaliser. c'était des Juifs qui venaient, qui étaient français Ah et ouais, qui avaient été récupérés par l'Allemagne. ah ouais, d'accord. C'est pas des étrangers. Ouais, ouais. Voilà, enfin, c'est des situations un peu paradoxales. Mhm. Alors, l'Argentine, c'est un lieu très important pour les Juifs, l'Argentine. Ouais. Les gens ne le savent pas suffisamment, mais à la fin du 19e siècle, dans les années 1900, disons, Mhm. il y avait tout un courant de colonisation juive en Argentine. Ah ouais. Oui. Le baron de Hirsch avait entrepris d'installer des juifs dans la Pampa, en Argentine, Mhm. c'était une solution, parce que la grande question c'était où on pouvait mettre les juifs en dehors de France. Ouais. Enfin, il y avait cette idée-là qu'a repris Herzl. Et d'ailleurs, Herzl, dans, le, dans son état juif, il, euh, il dit oui, il y a l'option palestinienne, il y a l'option argentine. Ouais. Donc mon grand-père, Edmond Carcassonne, je crois que c'est vers 1908, est parti en Argentine. Et puis au bout de quelques années, il est revenu en France. Il a trouvé ma grand-mère, il l'a épousée et il l'a emmenée en Argentine. Mhm. Donc il a fait un voyage Edmond aller-retour. Carcassonne, Oui, c'était son nom. oui. Mhm. C'est un pseudonyme Non, non, c'est son vrai nom. son vrai Les nom. Carcassonne, c'est un nom des Juifs, c'est un nom typiquement juif de Provence. Ah ouais. Les Juifs de Provence portent des noms de villes. C'est pour ça d'ailleurs que le paquebot de ta grand-mère, quand elle débute son Provence. livre sur la Pampa, s'appelle La Provence, peut-être Ben parce oui. que c'est un roman, n'est-ce pas? Oui, mais je ne sais pas si le Provence était lié La Provence, à elle la l'appelle. Provence, oui. Elle l'appelle. Oui, c'est possible. Ouais. En tout cas, il est allé chercher ma grand-mère, qui était marseillaise comme lui. Je pense qu'il n'avait pas connu avant. Enfin, il a passé un séjour en France et il l'a ramené en Argentine. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Une femme dans Une la femme dans la pampa. Pampa. Mais c'est aussi pour ça que ma mère, Et qui devait être un autre, sous un autre titre, une femme chez les Une Indiens. femme chez les Indiens. D'ailleurs, ma mère qui est née en Argentine, justement, Ouais. Mhm. elle disait malicieusement que peut-être son père était un Indien. Ah ouais, d'accord. Bon, c'était pas très gentil pour sa mère. Mais ma mère est née en 1913 à Aido, dans Mhm. la banlieue de Buenos Aires. Ah ouais.
Et ils sont revenus au moment de la Première Guerre mondiale. Ils sont venus en France. C'est pour Ils ça ont, qu'il y ils ont a, quitté l'Argentine, en fait. il y a un lien avec le pape actuel. Parce Alors qu'il le pape il est actuel, argentin. oui, il est Hein. argentin, oui, si on Hein. veut. Oui. Enfin, je veux dire par là que ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que les Juifs n'étaient pas obligés de s'installer en Palestine. Ouais. On pouvait très bien imaginer qu'ils partent en éclaireur, parce que je dis maintenant que les Juifs sont des éclaireurs, qu'ils aillent s'installer ailleurs qu'en Argentine, et peut-être que ça aurait été pas plus mal pour eux. Il y aurait peut-être eu moins de problèmes avec les populations locales qu'en Palestine. La morphologie des Indiens est différente de celle des Juifs à l'époque, ou alors il y a une sorte de- d'engeance qui fait que la stature, l'imposante fonction d'un homme vis-à-vis des Indiens qui sont de taille réduite. euh, euh, Est-ce qu'il était grand, ton grand-père? De toute façon, mon grand-père, non, je ne sais pas s'il était grand, Non. et je ne sais pas si, à mon avis, il devait se différencier quand même pas mal des indigènes. Mhm. Et puis je ne sais pas s'il y avait que des indigènes. En 1908, il y avait tout simplement des descendants des Espagnols. Ah ouais. Tu l'as connu? Non, bah, je ne l'ai pas connu. Non. Ah ouais. Il est mort. Mes deux grands-pères sont morts avant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, d'accord. Alors moi-même, 60 ans après mon grand-père paternel, Edmond Carcassonne, j'ai été embarqué par le phénomène de la guerre des 6 jours Ah ouais. en 67. C'est un phénomène qui a beaucoup perturbé les juifs français. Et donc, je me suis aperçu bien après, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas très bien ces questions-là, je me suis aperçu que finalement, j'ai fait le même trajet, j'ai vécu la même expérience que mon grand-père. Mhm. C'est-à-dire que je suis parti de France, j'ai été vivre dans un pays qui était une forme de colonie juive. Ça n'était pas l'Argentine, mais c'était la Palestine. Mhm. Et j'y suis resté pas très longtemps finalement, j'y suis resté 2 ans. Quand même, Oui. ouais. En 68. 67, 68, 69, oui. Mhm. Avec des retours en France d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Et comme tu l'as dit, je me suis inscrit, j'étais étudiant, parce que j'étais déjà étudiant en France, Mhm. j'ai été étudiant à l'Université hébraïque de Jérusalem. Ouais, ouais, d'accord. Le Mons Scopus. Non, parce qu'à l'époque, l'université, comme tu comprends que l'université hébraïque, le Mons Scopus n'a été récupéré qu'en 67 par les Ah ouais. Israéliens. Ah ouais. Donc ils n'avaient pas eu le temps de refaire des travaux. Ah ouais. Et donc il y avait l'ancienne université qui était ailleurs, qui était à Givatram. Qui n'est pas très loin du Mention, mais en fait. Bah, elle est dans la partie israélienne, Ah ouais. elle est pas dans la vieille ville. Mhm. Hein. Donc le Mons Scopus, lui, il était dans une partie qui était beaucoup plus entourée des Arabes. Et c'est à cette idée que les monts, les collines à Jérusalem font penser au sionisme. Et au sionisme pour le sud, ce qui se rapproche de Bethléem Oui. du christianisme. Bon, donc en tout cas, l'université hébraïque en 68 n'était pas encore au Mons Scopus. Elle avait été, à l'origine, quand elle a été fondée, elle était au Mons Scopus. Mhm. Mais à partir de 48, elle est tombée sous domination arabe. Ouais. Elle y est restée pendant 20 ans. Ouais. Et elle a été reconvertie au niveau israélien que probablement en 1970, 72, je ne sais plus très bien. Mhm. Et moi, j'y suis allé très souvent, puisqu'il y avait des congrès, à partir de 93, il y avait les grands congrès des études juives qui étaient au Mons Scopus. Et donc, Mhm. j'y suis allé tous les 4 ans, 93, 97, 2001, 2005, 2009. Ah ouais, d'accord. Alors, Ah ouais, d'accord, tous les 4 ans. oui, après, mais entre-temps, j'ai fait quand même pas mal de choses, parce que j'ai préparé ma thèse de doctorat. J'étais inscrit à l'école des langues orientales, et donc j'ai préparé ma thèse de doctorat en 76. Ouais. Et donc j'ai fait un séjour d'études là-bas. Et puis ensuite, En langues orientales. dans le cadre des langues orientales, mais à Jérusalem, dans le cadre d'une bourse, je crois. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Je suis reparti d'Israël en 69. D'ailleurs, il y avait pas mal de juifs que j'ai connus là-bas,
de juifs, je ne vais pas donner de nom, enfin je connais Ouais. pas mal de juifs dans les années 67-69 qui sont revenus ensuite en France. Ah ouais, d'accord. La raison pour laquelle je suis reparti en France, c'était, je crois avoir écrit d'ailleurs un article à ce sujet, à l'époque déjà, c'était parce que je pensais, enfin c'était peut-être un peu anticipé, mais je pensais que la question des géographique allait être moins importante. Ouais. Aujourd'hui, quand je le vois 40 ans après, effectivement, avec Internet, tout ça, Régional, quelle importance d'être dans telle ville ou dans telle autre ville, étant donné que tout circule, l'information circule. régionalement, les produits laitiers, les produits de la vigne, dans les kibbutz, etc. C'était. Est-ce qu'il y a des vaches dans les kibbutz? Oui, certainement. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Oui, non, mais c'est certain. Mais Elles ne globalement. sont pas sacrées comme en Inde, mais quand même. Tu as voyagé en Inde aussi, je crois. Absolument, oui, oui, je suis allé en Inde. Mm. Mais c'est vrai que, en plus, tout ce qui est nourriture. Alors, d'abord, probablement, depuis, on peut regarder la télévision israélienne sur Internet. Donc, il y a des distances qui ne font plus tellement de sens. C'est-à-dire, on peut vivre à l'heure israélienne en étant à Paris. On peut manger des falafels. Moi, je me souviens qu'en 67, 68, quand je suis revenu d'Israël, j'avais pris l'habitude de manger des falafels. Et qu'est-ce que c'est des falafels? Ah, du hummus, oui, je connais. Les falafels, ce sont des boulettes de pois chiches. Ah. C'est comme du houmous en fin de compte. Ah ouais, d'accord. Mais c'est simplement que ça ressemble à des boulettes de viande. Ah ouais, d'accord. C'est des boulettes de viande végétarienne. Ah ouais, d'accord. Et on en trouvait très peu en France à ce moment-là. Falafel. On en trouvait très peu. On trouvait très Falafel, peu de c'est le houmous. mot hébreu? Non, c'est un mot arabe. Parce que Arabe. en hébreu, il n'y a pas de mot qui commence par un F. Ah ouais, d'accord, oui. Donc dès qu'un mot commence par F, c'est plutôt de l'arabe. Ah ouais. Mais on a le même mot en hébreu, c'est pilpel, ça veut dire en fait le poivre, enfin bon, peu importe. Ah ouais, d'accord. Et finalement, j'ai quand même en 76, j'ai quand même rencontré, j'étais très proche des Juifs de Russie. Parce que comme tu l'as peut-être pas dit, mais en 69, j'ai fait en fin de compte, ce qui m'a déclenché mon voyage en Israël, c'est mon voyage. Alors, c'est assez curieux parce que j'ai fait un voyage en Russie en 69, dans un groupe où il y avait pas mal de Juifs d'ailleurs. Ouais. Et on a fait la connaissance d'une famille juive de Riga. Ouais. Riga, qui est d'ailleurs la ville d'origine de ma grand-mère maternelle. Pas de ses parents. Ouais. Parce que ma grand-mère maternelle, elle est née à Marseille, mais ses parents étaient nés à Riga. Enfin, en tout cas, son père. Voilà. Et j'ai fait la connaissance en 69 d'une famille de Riga. Cette famille de Riga a ensuite émigré en Israël. Ouais. Quelques années plus tard, en 75, et c'est comme ça que quand je suis allé à nouveau en Israël, j'ai refait un deuxième grand voyage en Israël. Ouais. Après le voyage 67-69, je suis reparti en 76-77 en Israël. Et là, j'ai repris contact avec la famille que j'ai rencontrée pendant mon voyage en Russie de 69. Et donc j'ai beaucoup fréquenté le milieu russophone israélien. C'est là-bas que tu as rencontré Larissa? Voilà, c'est ça. Ouais. Larissa, c'était en fin de compte une amie de la famille de Riga. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai des photos, je suis avec la famille de Riga. Larissa, qui est ton épouse dont tu as divorcé, je crois. Oui. Et oui, alors elle est ukrainienne. Ouais. Elle est ukrainienne. Et donc finalement, j'ai vécu l'expérience israélienne. Voilà, j'ai vécu l'expérience israélienne, ça a duré un certain temps. Ma famille maternelle a vécu l'expérience argentine, qui sont toutes les deux des expériences qu'on peut dire sionistes. Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience de rassemblement des Juifs dans un pays étranger. Je crois que grâce à ce voyage en Israël en 67, parce que toi-même tu as fait un voyage en Israël, je crois. Oui, en 82. Oui, on ne s'est pas rencontrés. En avril 82. Oui. Pas qu'en 82, je crois que j'étais en Israël. Ah bon? Mais oui. C'était au moment de la guerre du Liban. On s'est peut-être rencontrés sur le mur.
Peut-être, on s'est peut-être croisés. Au pied du En mur. tout cas, j'ai appris l'hébreu en 67 Mhm. et donc on peut dire que l'hébreu est devenu une sorte de langue maternelle en fait, malgré Ouais. tout. Je fais partie de ces juifs quand même qui ont l'hébreu un peu dans le sang et qui connaissent bien cette langue. Et d'ailleurs aussi l'espagnol, puisqu'en fin de compte, l'espagnol est aussi une langue importante dans ma famille. Et je ne l'ai pas appris parce que c'était une langue qu'on parlait dans ma famille. Vous avez des souches ashkénazes et séfarades alors. Oui, sauf que là, le côté argentin, il est tout à fait artificiel, puisque c'est Ouais. ma famille qui est partie de Marseille vers l'Argentine Ouais. et qui est revenue quelques années après. Donc on ne peut pas Ouais, dire que quand j'ai. même, si. Oui, enfin, on peut pas dire vraiment qu'on a. On peut pas dire qu'on est des juifs d'Argentine. Mhm. Mais je crois que si je voulais, j'aurais le droit, puisque je suis fils d'une Argentine, de demander la nationalité argentine. Ah ouais. Si j'avais envie de m'installer en Argentine, j'aurais Ouais. quand même une certaine facilité Ouais. à ce niveau-là, Ah d'accord. si je voulais m'expatrier. Voilà. Mhm. Donc, je te remercie de Je te cela. remercie de cet éclaircissement qui en fait cet éclairage sur le point de vue du monde et qui est important pour nous qui sommes des anciens ethnologues Méthodologue, ou oui. ethnométhodologues. Oui, effectivement. Enfin, qui étudions les peuples mm. et l'amitié entre les peuples. Oui, mais ce que je voulais dire pour terminer, c'était cette idée qu'effectivement, moi, l'étranger dans ma famille, c'est plus nous qui allons à l'étranger que nous qui venons de l'étranger. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne vient pas d'Argentine, on est allé en Argentine, on en est revenu. Je suis allé en Palestine et j'en suis revenu. Mhm. C'est pas la même chose que des gens qui viennent de Pologne, etc. Bien que, comme je disais tout à l'heure, ma grand-mère maternelle, elle venait de Riga, enfin par son père, et du côté de mon grand-père paternel, il venait d'Alsace, qui avait été entre-temps, qui était devenue allemande en fait. Et moi je suis lorrain, donc je suis un proche habitant de la région. Et Mais est-ce cette que région, c'était plutôt la région de Nancy, c'est ça? non, si, ouais. Donc c'était pas, ça n'avait pas été annexé par l'Allemagne. Non. C'est le nord de la Moselle, de la Lorraine qui a été annexé par l'Allemagne, Mhm. mais pas le sud. Mhm. Pour des raisons, je crois, de ligne de La front. Moselle, particulièrement. Oui. Ouais. Et, Parce que Nancy, c'est la Meurthe-et-Moselle. Ouais. Mhm. oui. Il y a la Moselle aussi. Mais la Lorraine, c'est quand même les deux départements. Mhm. Et on peut dire que du côté de mon père, je suis un juif rhénan, puisque Mhm. finalement, ils étaient à la fois de Strasbourg, mais ils étaient également de l'autre côté. La ville de Heilbronn, d'ailleurs, est une ville rhénane. Ah oui, la Heilbronn, ville de Heilbronn. oui, Heilbronn, c'est une ville thermale. Mhm. Et ils venaient aussi de Würzburg, etc. Et du côté de ma mère, c'était des juifs du pape. Moi, j'ai toujours dit les juifs du pape. C'est-à-dire les juifs d'Avignon. C'était des juifs qui avaient quitté le royaume de France au XIVe siècle et qui étaient venus s'installer à Avignon, qui était une ville frontière qui dépendait des papes. Et ta grand-mère s'appelait Claude Jonquière. Non, ça c'était son pseudonyme. Ah, c'était son pseudonyme. Bien que Jonquière soit un quartier d'Avignon, apparemment. Elle s'appelait Carcassonne alors. Non, elle s'est mariée avec un Carcassonne. Ah oui, Elle s'appelait Moïse, Sarah Moïse. Sarah Moïse. Sarah Moïse, Mhm. épouse Carcassonne, puis quand elle a divorcé, elle a épousé son éditeur qui est Florian Parmentier. Mhm. Et dire j'ai fait, on peut trouver sur internet une soirée que j'ai fait en son honneur à la cave aux poèmes de Trougnoux, au théâtre des Déchargeurs. On avait fait tout un spectacle avec des lectures de ses poèmes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que ma grand-mère, en tant qu'écrivain juif provençal et marqué par l'Argentine, n'est pas assez connue. Mhm. Je pense que c'est un écrivain méconnu en fait. Mhm. Il faudrait en tout cas la mentionner Ouais. dans l'histoire de la littérature juive française. Mais je vois le départ de son livre Une femme dans la pampa me rappelle spécialement mon voyage quand je suis allé en Israël, quand j'ai pris le bateau depuis le Pirée, le port du Pirée à côté d'Athènes, vers Haïfa. Oui. Et voilà quoi. Voilà, donc on va rester avec Attention. la page de ce roman, Une femme dans la pampa, de ma grand-mère, qui est paru en 1930, je crois, je ne sais pas exactement. Mhm.